Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. Si l'on cédait à la facilité, on pourrait décrire Ryoko Sekiguchi comme un pont entre les cultures japonaises et françaises. Mais cela serait bien trop réducteur. Autrice et poétesse, Ryoko met en mots les mets, restituant avec une musicalité unique la sensibilité d'une cuisine et la puissance du geste. Depuis toujours, la nourriture infuse son œuvre, tout à la fois sujet et source d'inspiration. La saisonnalité est à l'origine du magnifique Nagori, dont je garde un souvenir ému. Ryoko Sekiguchi peut aussi bien chroniquer avec brio un dîner signé par la chef Céline Pham que théoriser le fade ou l'astringence, ou bien concevoir un curry japonais pour les épices rolingées. Sous sa plume se dévoilent également des pans de la culture japonaise qui auraient pu nous rester inaccessibles. Mais le Japon et la France ne sont pas les seuls champs d'exploration de celle qui a consacré un magnifique texte au Liban, avec 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent. Il est temps de plonger dans l'univers de Ryoko Sekiguchi, jeune talent repéré à 17 ans et aujourd'hui autrice célébrée, afin de retracer son parcours si personnel. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre appli préférée. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Ryoko Sekiguchi dans Girls in Food. Bonjour Ryoko Sekiguchi. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je m'appelle Ryoko Sekiguchi, je suis japonaise. J'écris en japonais et en français. Donc, je suis écrivain, traductrice, traiteur littéraire, directrice éditoriale de l'édition Piquet pour la collection qui s'appelle Le Banquet. Mm-hmm. Si on revient un petit peu en arrière, dans votre enfance, quelle place occupait la cuisine dans votre famille ? Ah, écoutez, c'est ma mère qui était cuisinière, enfin qui ne l'était pas quand j'étais petite, mais qui est devenue. Ma mère était quelqu'un qui était toujours, en fait, qui voulait toujours faire quelque chose avec ses mains. Donc elle, au début, quand j'étais petite, elle faisait aussi des meubles. Même, oui, même donc elle était très douée. Ah oui, et après, à cause du travail de mon père, on a beaucoup déménagé, et puis elle était un peu frustrée de ne pas pouvoir avoir le travail, son travail elle, son métier elle, et c'est comme ça qu'elle commençait à enseigner, donner des cours, d'abord parce que c'est un format qui est assez flexible, et ensuite elle commençait à avoir son lieu à elle, louer un café dans un centre culturel, des choses comme ça. Donc voilà, donc la place de la cuisine à la maison, c'est-à-dire qu'elle occupait pas mal de place. Et si vous repensez à la cuisine que vous mangiez enfant, est-ce qu'il y avait un plat de fête particulier, un plat, j'aurais dit un plat du dimanche où vous voyez l'esprit Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un plat de fête, mais on adorait les dimanches parce que elle nous laissait, enfin moi et mon petit frère, à participer à faire la cuisine. D'accord. Et bien sûr, donc c'était, enfin, le dimanche, c'était le jour de pain. Donc, bien sûr, donc on faisait des pains en forme de petits bonhommes, une étoile, le cœur. Et donc, je pense que je ne sais pas si j'ai eu une bonne éducation familiale, mais une bonne éducation culinaire. En tout cas, je me souviens de m'être vraiment amusée à
à faire la cuisine. Enfin, à faire la cuisine. On n'avait même pas l'impression de faire la cuisine. On s'amusait, en fait. Est-ce que ce côté ludique, il vous est resté jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que quand aujourd'hui vous faites la cuisine, c'est une source d'amusement pour vous? Je pense qu'il faut qu'elle soit, surtout pour les femmes, et parce que on a souvent l'impression que, enfin surtout au Japon, les femmes, c'est le rôle des femmes de faire la cuisine, donc ça devient tout de suite une obligation, une corvée. Moi, je refusais toujours à ce que la cuisine devienne bien sûr un peu de routine, pourquoi pas, mais une obligation jamais. Jamais. Il faut absolument pas. Et pour rester dans cette période de l'enfance, comment vous imaginiez votre avenir petite? Est-ce qu'il y avait un métier qui vous faisait rêver? Alors, il reste, vous savez, dans les écrits, enfin dans les cahiers de l'école, quelque chose que j'ai écrit à l'âge de 9 ans, 10 ans, quand je serai grande. Une année, c'était je serais éditrice. C'était drôle, parce qu'il y avait une collection, enfin des livres pour enfants que j'aimais énormément, donc je voulais devenir éditrice. Une autre année, c'était bibliothécaire. C'était jamais écrivain, mais en fait, autour du livre. Oui, je voulais passer mon temps à lire. Et aujourd'hui, vous exercez le métier qui fait rêver beaucoup de gens aussi. Beaucoup de gens ont ce rêve d'écriture, et ça va être intéressant de voir. Vous pensez les gens rêvent de devenir écrivain. Ça y a une dimension, je pense même poétique presque, dans l'idée d'être écrivain. Et c'est intéressant aussi de voir comment ça se concrétise au quotidien. Donc vous étiez dans ce rêve déjà enfant de travailler dans le monde des livres. Quel a été votre tout premier job? Rien à voir ça peut être un job étudiant, ça peut être soit votre premier vrai emploi. Non, alors je pense que le premier job, pendant les vacances de Noël, pour faire le packaging, bien sûr les cadeaux, papier cadeau dans un grand magasin. D'accord. Et pendant une semaine, et je parle de ça parce que c'était pour un but précis. Je voulais avoir le grand dictionnaire de Alexandre Dumas de cuisine. Et parce que qu'il y avait à l'époque je ne lisais pas français, mais le français mais c'était la traduction japonaise qui venait de sortir, et je voulais acheter ça, mais ça coûtait cher. Et donc j'ai décidé de travailler pendant une semaine. D'accord, vous aviez déjà le goût de la cuisine et une vision très précise. Vous aviez un objectif, vous vous êtes donné les moyens d'y arriver. Oui, c'est pour les mots et les mets. J'aimerais bien qu'on revienne sur votre parcours. Comment est-ce que vous avez choisi vos études? J'ai choisi la section des lettres françaises. D'abord parce que c'est ce que je raconte à tout le monde, que qu'en entrant à l'université, j'avais le choix pour la 12e langue étrangère entre le français, le chinois, russe et allemand, quelque chose comme ça, et je pensais que en apprenant le français, j'allais bien manger. À l'époque, ce que je ne savais pas, c'est que qu'on ne boit pas mal non plus. Et voilà. Et d'abord, donc, j'ai appris le l'ancien français, langue d'oeil en licence.
Et ensuite, en master, je suis passée à l'histoire de l'art et j'ai fait un master et ensuite le doctorat, toujours en histoire de l'art, mais les civilisations comparées. D'accord. Et quand vous avez choisi ces sujets d'études, est-ce que quelle vision de votre avenir vous aviez à ce moment-là? Vous vous rapprochiez un petit peu quand même de l'âge du monde du travail, de l'âge adulte. Est-ce que comment vous imaginiez l'après études? Est-ce que vous imaginiez faire des études toute votre vie? Est-ce que c'était pour occuper un poste que vous aviez déjà en tête? Alors, déjà, disons, le métier d'écrivain, en fait, je l'avais déjà. Parce que, vous avez commencé très jeune à écrire, ouais. Oui, et à l'âge de 17 ans, j'ai eu un prix littéraire, donc j'ai pu commencer à me faire publier. Donc là-dessus, en fait, c'était déjà calé. Et la question était de savoir avec quoi je gagne ma vie. Donc, je voulais, en fait, tout simplement, je pensais être chercheuse. Et c'est aussi pour ça que j'ai continué mes études jusqu'au doctorat. Et puis, en même temps, je faisais les allers-retours entre la France et le Japon. Et au moment du 3e cycle, j'ai eu cette chance d'avoir la bourse pour 3 ans. Donc, je suis venue ici pour finir mes études et ensuite pour repartir au Japon, chose que je n'ai pas fait. En théorie, voilà. Voilà, en théorie. Est-ce que vous vous rappelez de votre première fois en France? Comment ce que vous avez ressenti comme émotion ou comme en tout cas sentiment quand Ah oui, le sentiment de la grande liberté, je me sentais vraiment d'être libérée, alors que avant de venir ici, je ne me sentais pas particulièrement être justement dans les... Enfin, j'allais dire dans l'obligation, ou bien dans les... je pense que mine de rien, si. Et à vrai dire, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai choisi une langue occidentale aussi. Et c'était à l'âge de 18 ans. Je suis venue en France pour la première fois pendant les vacances d'été. J'ai resté un mois et demi. Je ne voulais plus quitter. C'était... je sais pas, j'ai une sorte de ce que j'appelle grand n'importe quoi. À l'époque, pour moi, ça me semblait être la ville était une grande n'importe quoi. Il faisait chaud, les gens s'habillaient n'importe comment, en gros débardeur ou bien en veste en cuir parce que moi, je sais pas, il était frileux et les choses qu'au Japon on se permettait jamais. Et à ce moment-là que je me suis vraiment, j'ai vraiment compris qu'on était prisonnière de plein de choses, de des idées reçues. Et donc vous étiez déjà à cette époque écrivain, puisque vous avez commencé très jeune. Vous avez parlé tout à l'heure du prix, voilà, que vous avez reçu, du prix littéraire que vous avez reçu déjà à 17 ans. Est-ce que ça a été quelque chose d'important pour vous de recevoir un prix? Vous en avez reçu d'autres depuis, mais est-ce que c'était je sais pas, ça peut être une validation ou un encouragement, ou est-ce que ça vous a de toute façon c'était ce que vous vouliez faire et peu importe les prix? Alors, au Japon, le système littéraire, pour débuter la carrière est un peu différent. Donc, quand je parle de prix, c'est une sorte de prix qui permettait les jeunes auteurs de continuer leur carrière. Donc, c'est avec le prix que chaque maison d'édition organise, on est associé à cette maison en fait qui découvre le talent. D'accord, vous aviez trouvé un éditeur comme ça. Voilà, c'est synonyme de ça en France. D'accord, ok, très bien. Oui, donc c'était une étape très importante puisque ça signifiait que vous étiez publié et que ça vous
Oui, et puis je pense que c'était très important aussi pour moi de sentir que justement c'est un métier et que qu'il peut y avoir des commandes pour écrire et qu'il n'y a pas de manuscrit qui reste dans le tiroir et qu'il y a toujours des lecteurs à qui on s'adresse. Dans votre œuvre, la cuisine est très importante. Vous avez écrit dessus. On comprend que voilà, c'est quelque chose qui est important pour vous depuis l'enfance. Comment est-ce que vous en avez fait un sujet littéraire ? Ça ne fait que depuis 10 ans que je travaille sur ce sujet. Et d'ailleurs, je pense que j'ai évité pendant longtemps exprès ce sujet, je pense. Parce que, pourquoi ? Oui, parce que la cuisine, c'est finalement... Bon, bien sûr que c'était à la fois le métier de ma mère, mais c'est ce qui l'enfermait aussi à la maison. Oui. Donc... pour les femmes, faire la cuisine, enfin faire le métier qui a un rapport avec la cuisine, c'est double tranchant. Donc je voulais pas faire ça. Et en plus, donc pendant longtemps, donc même dans la littérature, j'évitais de parler de sujets trop féminins, c'est-à-dire d'être amoureuse, la maternité, ou bien la famille. Ça me paraissait comme une sorte de... justement, d'enfermer soi-même dans la sphère domestique. Oui. Et bon, bien sûr, on est toujours rattrapé par... Non, mais ça va, je suis contente maintenant de le faire. Et justement, quel a été le déclencheur ? Qu'est-ce qui vous a permis, en fait, de passer outre cette vision des choses ? Clairement, c'est après le 11 mars 2011, donc le triple catastrophe, donc qui a ravagé le nord du Japon et qui a enclenché l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima. À ce moment-là, bien sûr, tout le monde a eu peur. Et aussi, je pensais à toute cette région qui était très riche en fruits de mer, les gibiers. C'était aussi le grand grenier de Tokyo. Et en fait, c'est comme si on avait perdu l'Aquitaine, équivalent. Donc, et je me suis mise à penser ce que je peux bien faire en tant qu'écrivain. Et à ce moment-là, donc j'ai choisi en quelque sorte de devenir le mémorialiste des souvenirs qui se perdent, parce qu'il y a la cuisine, c'est à la fois quelque chose de très concret et très solide, mais aussi quelque chose de très très éphémère. Le goût, on peut le perdre, le goût de la famille, le goût de la mère, par exemple, de la maman, on peut le perdre très très facilement. Ça tient à très très peu de choses. Et je me disais qu'au moins, sur les pages, je vais laisser les traces de choses qui sont évanescentes. Mais c'est vrai qu'on entend souvent des gens dire ça c'est ma grand-mère faisait cette recette et j'ai jamais réussi à la refaire de la même manière. C'est effectivement, le goût peut disparaître avec les gens, et c'est mais aussi on peut... Ce qui est bien, c'est que bien sûr le goût peut disparaître, mais on peut faire ressusciter. Exactement. Le goût. Et ça fait partie de travail justement d'écrivain, parce que les mots peuvent inviter, garder les goûts qui sinon vont partir quelque part. En vous installant en France, vous avez donc découvert la cuisine française. Quelle impression ça vous a laissé au début aujourd'hui, c'est votre quotidien, mais comment est-ce que vous avez appréhendé la cuisine française ? Au début, c'était comme des entraînements d'athlétisme.
Non mais je me souviens la première fois où j'étais à Paris, il y avait quelqu'un qui était un peu plus âgé que moi et qui était dans la même université et qui travaillait sur la gastronomie et donc je pense qu'il devait être quoi, en fait, 24 ans ou 25 ans à l'époque, mais qui nous a emmenés comme ça dans les restaurants pour faire le vrai dîner. Bon, à l'époque, maintenant, quand j'y pense, c'était juste entre plat dessert. Oui. Mais pour moi, c'était bon. Et quand on rentrait... j'avais parfois le sueur froide, mais et aussi être à table pendant des heures, 12 heures, 3 heures à dialoguer avec les gens et tout ça demande des entraînements. Oui. J'aimerais bien aussi qu'on parle de la gastronomie japonaise en France. Elle est très appréciée globalement des Français, mais elle a pu être un peu maltraitée par le passé, pas toujours peut-être très authentique. Est-ce que vous avez vu une évolution de ça, de la manière dont en France est perçue la cuisine japonaise ? Ah oui. Mais il y a... Donc, quand je suis arrivée pour la première fois, quand j'avais 20 ans par exemple, la cuisine japonaise n'était pas du tout bien vue. C'était à l'époque où le Japon bénéficiait d'une grande expansion et la puissance économique. Donc, bien sûr, les Européens avaient peur du Japon, comme maintenant, on a peur de certains pays. Oui. Et donc, ils avaient une sorte d'a priori, préjugés. Et ils disaient, ah oui, non, mais c'est vrai que les Japonais ne mangent que des poissons crus, berk. Non, mais vraiment, c'était vraiment ça. Et de là à ce que la cuisine japonaise, l'image de la cuisine japonaise aujourd'hui en France, ouais, tout le monde se passionne. C'est incroyable, c'est presque un autre pays. Et est-ce que vous vous reconnaissez en tant que japonaise dans la cuisine japonaise qu'on peut trouver à Paris, en tout cas aujourd'hui? Maintenant, oui, beaucoup. Et puis non seulement dans la restauration, mais aussi dans les produits même, parce qu'il y a maintenant et les Japonais et les Français qui font des légumes japonais, des tofu et des miso et des sakés. Et ça, je pense que ça, c'est une nouvelle étape parce que d'abord, donc on entre, on s'installe, on commence à ouvrir les restaurants avec ce qu'on trouve sur place. Et ensuite, on commence à cultiver aussi, à produire des ingrédients qu'on ne trouvait qu'au Japon, mais dans la terre d'accueil. Oui. Donc là, je pense que c'est maintenant une sorte d'approfondissement de la compréhension de la cuisine japonaise. Et pour vous, le fait justement qu'on produise les ingrédients dans la terre d'accueil, c'est un progrès ? Ah oui, parce que, déjà, bien sûr, sur le bilan carbone, c'est nettement mieux. On peut être plus proche de terroir, de saison, et puis aussi, il y a plein de choses qu'on peut faire. La France a quand même un climat qui est presque idéal pour faire plein de choses et c'est pas très difficile et aussi je pense que c'est bien pour pour se libérer de cette image fausse de la cuisine authentique. Je déteste ça. Oui, ce qui n'a pas vraiment sens. Mais un Français peut très très bien faire la vraie cuisine japonaise en cultivant les légumes japonais, je sais pas, en Touraine, dans le Midi. C'est tout à fait possible. Et est-ce qu'il y a des mets japonais qui... selon vous, sont encore inaccessibles en France, qu'on ne trouve pas ou
des plats que vous rêveriez de manger Alors, ici ou qui vous manquent? Je pense que ce n'est pas pour autant les ingrédients qu'on ne trouve pas. Bon, bien sûr, il y en a, mais encore une fois, je pense qu'on peut tout à fait cultiver. Il suffit d'avoir Oui. voilà, quelqu'un qui le cultive. Mais je pense que c'est plutôt ce que je trouve, ça serait bien. C'est plutôt des techniques ou bien des savoir-faire, enfin la façon d'accommoder les parties, par exemple, du poisson, donc qui existe, mais que qu'on jette aussi. Le cartilage de saumon, je ne sais pas, les barbes de coquille Saint-Jacques. Oui, tout à fait. Et c'est vrai, donc il y a plein de choses qui sont perdues. Bah oui, finalement, qui sont jetées, alors que c'est bon et qu'il y a plein de moyens de le faire. Donc c'est... Oui, voilà. Parce que dans la cuisine japonaise, on valorise plus le produit dans son ensemble? Non, c'est juste... j'ai donné l'exemple de poissons parce qu'on les connaît mieux et donc qu'on les jette moins. Ah oui, d'accord. Alors que je pense que pour les animaux, enfin pour les viandes, je pense que vous connaissez mieux que nous. Même s'il y a le célèbre bœuf aussi quand même qui... Ouais. Voilà, avec des élevages maintenant en France. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu vous plaire en travaillant en cuisine? J'aime bien le faire. J'aime bien... En fait, je sais... Je me suis présentée tout à l'heure comme traiteur littéraire et c'est vrai qu'à un moment donné, je faisais vraiment le traiteur littéraire pour je faisais intervention en apportant les mets pour, je sais pas, 40 personnes. Une fois, j'ai fait ça pour 160 personnes, mais en tant qu'amatrice. Mais donc, je ne me considère pas comme professionnelle. J'aurais peut-être pu le faire, mais jamais en tant que cuisiner dans un restaurant, donc c'est toujours occasionnel et événementiel. Mais moi j'ai beaucoup d'admiration à des gens qui cuisinent tous les jours. Ça. Vous intervenez de temps en temps à la télévision française. Alors je vais parler de la partie food. On vous a vu notamment dans Très Très Bon. Est-ce que c'est un exercice qui vous plaît d'aller décrypter les restaurants? Écrire sur la cuisine de quelqu'un, c'est quelque chose qui me passionne. Et je pense que je pourrais presque faire une sorte de, je sais pas, de série de nouvelles, ou bien le portrait d'un chef, d'une chef, sans parler de nom, mais seulement en décrivant ce qu'il nous propose. D'ailleurs, enfin, je sais pas, j'ai plein d'idées comme ça que j'aimerais bien le faire un jour. Et d'ailleurs, je pense toujours qu'il y a d'autres moyens de parler d'un restaurant que ce qu'on fait actuellement dans les magazines, dans les revues, juste soit recommander une adresse. Bien sûr, c'est très bien, c'est pratique, je consulte très très souvent, mais c'est plus que ça. La cuisine, c'est un livre à lire, et j'aimerais bien être donc une lectrice de la cuisine. J'adore écrire sur la cuisine, c'est vrai, sur la cuisine de chaque personne, que ce soit professionnelle ou non, en fait. Pour revenir également sur justement les livres que vous avez écrits sur la cuisine, ou en tout cas qui parlaient de ça, comment est-ce qu'ils sont nés ces projets? Comment est-ce que vous êtes arrêté sur un sujet? Ça peut être récemment sur votre livre Beyrouth, mais ça peut être Nagori. Comment... Je suis fuseuse d'idées. J'en ai plein
à pouvoir le donner parce que je peux pas tout faire. Je peux pas tout écrire. Voilà. Mais non, mais c'est vrai. Et je pense que j'ai plein de défauts, disons en tant qu'écrivain. Je sais ce que je ne peux pas faire, ce dont je ne suis pas capable du tout, mais je pense que si j'ai une qualité, c'est que j'ai plein d'idées. Donc, je sais que par exemple, quand une revue, un magazine me propose un sujet, je peux répondre avec 4 ou 5 et en choisir un et puis dire 2 ou 3, le reste, le partager en fait avec les autres. Donc oui, non, j'ai jamais eu le problème, l'angoisse. Pas de page blanche. Non. Et par contre, comment est-ce que, justement, entre tout ce foisonnement d'idées, comment est-ce que vous vous dites, finalement, je vais choisir ce sujet-là plutôt que les 4 ou 5 autres qui vous étaient venus à l'esprit? C'est les circonstances, on pense peut-être... Bon, bien sûr, il y a les circonstances, il y a les rencontres. Le livre sur Beyrouth, c'était une commande. C'est tout simple, j'essaie de choisir toujours ce qui est le plus essentiel. Ryoko, on va passer à la deuxième partie de l'interview consacrée aux femmes et à leur place dans le monde de la gastronomie. Je vais commencer par vous demander si le fait d'être une femme, ça a eu une incidence sur votre parcours. En tant qu'écrivain ou bien dans le travail, parce que j'ai fait plein de travail dans tous les sens. Les deux peuvent être intéressants. Commençons peut-être par le fait d'être écrivain. Alors, par le fait d'écrivain, je pense que... Donc, à la fois, j'ai pu commencer ma carrière très tôt, donc ce qui était une chance et qui est la preuve que le Japon est un pays qui, quand même, donne la chance aux femmes, mais en même temps, on me disait toujours qu'en tant que femme, ça serait bien que tu écrives justement plutôt sur la sphère féminine, sur la vie d'une femme que sur les choses abstraites. Donc il y avait toujours ce genre d'image. Donc déjà de d'écrire dans les 2 langues, donc je continue à écrire en japonais puis aussi en français. C'était pour moi un moyen pour m'enfuir de cette autre contrainte, de la société japonaise. Et ensuite, je ne cache pas que comme j'ai commencé très tôt, il y a des gens qui étaient jaloux autour. Et puis, qui disaient alors, t'as couché avec qui pour avoir... Voilà. Ça, il y en avait toujours. Et à qui je répondais toujours, avec tout le monde. Avec tout le monde. Et voilà, comme ça règle tout. Et non, mais c'est vrai. Et je pense que... Arrivé à mon âge, je me sens très... Pour une femme, je pense que prendre l'âge, ça a son avantage. Parce que quand on ne respecte plus facilement, et aussi, même pour les hommes aussi, c'est plus facile peut-être de travailler avec une femme qui n'a pas le même âge, parce que c'est plus facile justement de respecter, même si c'est une femme, pardon, comme ça, de dire ça, parce que je pense que en tant que garçon, peut-être aussi c'est par rapport avec la femme de même âge, il aura peut-être tendance à montrer qu'il est supérieur, alors qu'avec une femme de 10 ans plus, non. Et donc il y a beaucoup de choses qui se règlent aussi tout naturellement quand on prend l'âge, mais bon, enfin, je sais pas si c'est une... Il y a des gens qui vont dire que c'est pas une bonne chose, parce que c'est comme si on arrête d'être femme. Ouais. Non, je pense que c'est vraiment intéressant comme réflexion.
sur le fait que en vieillissant, effectivement, ça peut désamorcer certains comportements. Après, c'est dommage que il faille attendre, mais... Ça, c'est vrai, mais j'ai beaucoup collaboré avec les gens de domaines différents, donc d'art, de musique, bien sûr la littérature, mais quand j'étais jeune, par exemple, quand j'avais 30 ans, et que je collaborais, je ne sais pas, avec un artiste, avec lequel, bon, il n'y avait aucune ambiguïté. Mais parfois, sa copine n'est pas contente. Ah oui. Et on ne peut pas continuer à travailler, par exemple. Alors que là, aujourd'hui, là, je peux travailler avec qui que je veux. Donc et puis, je pense que pour mes interlocuteurs aussi, je dis ça aussi pour les femmes de 30 ans, si elles m'écoutent, de dire que pour avoir 40 ans, 45 ans, 50 ans, c'est pas que on a et n'ont pas besoin d'avoir peur de ça. En plus, voilà, au contraire, elle peut gagner le respect, la simplicité aussi de la relation. Et vous nous avez dit du coup tout à l'heure en préambule de cette question que du coup, vous aviez fait plein de choses dans votre vie, et est-ce que dans justement ces autres vos différents métiers, vous avez, au-delà d'être écrivain, vous avez ressenti le poids d'être une femme? Est-ce que en termes d'opportunités, c'est... Alors je pense que c'était relativement moindre, parce que j'ai été traductrice, je le suis toujours. Interprète, c'est un métier, je pense que quand on n'est pas jeune, c'est difficile. Donc là-dessus, je pense qu'être femme, c'est handicapant. On peut travailler jusqu'à 40 ans, mais après... Après, c'est vraiment des exceptions, quoi. Et j'enseignais, ça va, c'est presque un métier en France de femme. Oui, qui est très très féminisé. Oui. Donc, je pense que non. Je pense que non. Ça ne veut pas dire que je ne sentais jamais l'obstacle en tant que femme. Mais je pense que c'était plutôt lié à la société en général. Par exemple, encore une fois, quand j'étais jeune, écrivain, et que quand on est, par exemple, je sais pas, 4 écrivains pour faire la table ronde, il se peut que ce sont des hommes qui monopolisent la parole. Et en plus, moi, je venais débuter ici à ma carrière d'écrivain, je parlais pas très bien français, donc une femme jeune, asiatique, on coche toutes les cases. Et donc, ça m'est arrivé très très souvent que... Donc ce n'est pas... Par exemple, je n'ai pas eu de problème, entre guillemets, pour avoir la promotion sociale, parce que je ne travaille pas dans une entreprise. Mais et comme ça, lors des interventions avec les hommes, j'ai senti, mais très souvent, les hommes ne se gênent pas d'occuper la place. Oui, tout à fait. Et si on prend le prisme de la gastronomie et la place des femmes, est-ce que vous avez l'impression que les femmes ont plus de leur place aujourd'hui, elles sont davantage visibles peut-être, ou est-ce que vous avez l'impression que la situation n'évolue pas? En France. En France. Et après, on pourra parler de justement la même chose au Japon. En France, je pense que depuis que je suis venue ici, la situation a beaucoup changé. Donc déjà, la cuisine n'avait pas la visibilité qu'elle a aujourd'hui. Tout à fait, oui. C'était pas un métier
de rêve. Mm. Les gens ne voulaient pas faire le métier de cuisinier, tout simplement. C'était... Et puis, je pense que ça... Ah oui, non, mais je me souviens, parce que il y a des choses que je ne comprenais pas. Donc, par exemple, dans les romans de Dany Erno, qu'elle voulait cacher, que son père tenait un café, enfin, au Japon... Avoir un café, enfin de tenir un café, il n'y a pas de son métier. Oui, mais c'est intéressant d'avoir ce décryptage. oui. Et donc, quand je venais d'arriver, c'était à peu près ça. Et, alors que donc déjà, être cuisinier, ce n'est pas en tout. Maintenant, c'est même voilà. C'est assez envié maintenant aussi. Oui. Et je pense que les femmes sont beaucoup plus, entre guillemets, visibles. On voit beaucoup plus de chefs, on voit beaucoup plus de vigneronnes. Oui. Mais c'est aussi, il ne faut pas oublier, grâce aux femmes. En fait, on se soutient. Oui. Parce que pourquoi on parle de plus de chefs? Pourquoi on parle de plus de vigneronnes? C'est parce que qu'il y a des journalistes femmes aussi, qu'il y a d'autres femmes qui les rendent visibles. Oui. Et c'est un peu comme les artistes femmes qui étaient dans l'ombre, et maintenant aussi il y a l'expo de Lamar, la femme de Picasso à Pompidou. C'est parce que qu'il y a aussi des historiennes de l'art et aussi des conservatrices de musées qui les rendent visibles. Tout à fait. Et en fait, c'est une sorte de travail collectif entre les femmes. Oui, absolument. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à une femme qui nous écoute et qui aimerait marcher sur vos traces? Il faut être... on peut être égoïste. Enfin, dans le bon sens. Dans le bon sens. De dire qu'on ne fait qu'à sa tête. On fait ce qu'on veut. On écrit ce qu'on veut. En fait, ce qui nous semble important, essentiel, et puis différents moments de la vie, bien sûr, arrivent. Alors, mais les autres femmes, elles ont un vrai métier, des enfants, elles sont mariées, ont des maisons, enfin, vous s'en foutez complètement, vous faites ce que vous voulez. Je pense que c'est comme ça que ça... Au moins, vous ne regrettez pas ce que vous avez fait. Et vous n'avez pas fait. Ouais. Vous avez fait ce que vous voulez faire. Oui, c'est très juste. Pour conclure cette partie, est-ce qu'il y a des femmes qui vous inspirent dans le domaine de la gastronomie? Dans le domaine de la gastronomie, alors je dois avouer que c'est bizarre de dire, mais toutes les femmes. C'est encore une fois le travail collectif. Et chaque fois que l'occasion se présente, que ce soit justement les journalistes, les vignerons, les cavistes, les chefs, les productrices, les maraîchères, j'apprends énormément de choses d'elles. Enfin, bon, bien sûr, des autres aussi. Enfin, je suis toujours... en règle générale, j'adore les rencontres, que ce soit les hommes, les femmes, les petits et les grands, mais c'est vrai que j'ai particulièrement je sais pas, je sens l'affinité aussi. Ça nous donne ça nous donne la pêche. Ryoko, on va passer au questionnaire Girls in Food, des questions pour mieux vous connaître. Oh là là, ça je suis nulle pour faire ce genre de tac au tac. Quel est votre dernier coup de cœur food? Lieu. Ça peut être un lieu, ça peut être un livre, ça peut être un vin, ça peut être ce que vous voulez. Coup de cœur, c'est le restaurant
pétrel. C'est mon coup de... C'est vrai que c'est le mot coup de cœur. Et j'ai une affection particulière à ce lieu j'aimerais que ce lieu reste intact pendant longtemps, avec sa cuisine, avec ce service. Et voilà. Vous avez les yeux qui brillent en parlant. Je peux en attester. Quel est le plat qui résumerait le mieux votre enfance ? Le pain, justement. Le pain. Le pain au lait, en fait. Le pain au lait. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié ? Il y a beaucoup de plats que je n'oublie jamais, et je pense que j'oublie les noms de beaucoup de gens, j'oublie le visage de presque tout le monde, mais il y a beaucoup de plats, énormément de plats que je n'oublie pas, et que j'aurais bien aimé que ça soit le contraire. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez ? Je pense que ce n'est pas moi qui déteste, mais je pense que le lait me déteste. Est-ce qu'il y a un produit que vous avez toujours au frigo ou dans votre cuisine ? Le beurre. Quelle est votre recette fétiche que vous faites tout le temps à la maison ? Pas tout le temps, parce que il faut que ça soit la saison. Mais la salade de kaki. C'est la saison en ce moment. Oui. Qu'est-ce que vous écoutez justement quand vous êtes en cuisine, peut-être pour préparer votre salade de kaki ? France Culture. Quel est le restaurant de votre vie, s'il n'en restait qu'un ? Le restaurant dont j'ai parlé au début du livre Nagoli, donc, qui m'a fait comprendre sur la saison, qui n'existe plus, mais qui reste toujours dans mon cœur. Est-ce qu'il y a un restaurant que vous donneriez cher pour découvrir ? Le restaurant qui vous fait rêver. Non, parce qu'il y a plein de restaurants. Je vous pose des questions difficiles là. J'ai tendance à rêver toujours. Ça sera le restaurant qui finalement n'existe plus, mais qui n'existe que dans les pages. Et c'était comme ça que j'ai commencé justement à rêver les restaurants dans la littérature. Dernière question de cette interview. Quelle femme souhaiteriez-vous entendre dans un prochain épisode de Girls in Food ? On a déjà fait Laetitia. Non. Laetitia Wyss. Non. Voilà. Très très bonne recommandation. La femme du boucher. Oui. Un grand merci Ryoko Sekiguchi. Merci beaucoup. À très bientôt. Un grand merci à Ryoko Sekiguchi pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre appli d'écoute préférée. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.